Alors dans cette troisième leçon sur la préparation du mariage adaptée aux jeunes, je voudrais aborder la question de ce que c'est que l'amour. J'avais dit dans l'introduction que c'était sans doute, avec la psychologie de l'autre sexe, l'une des ignorances les plus grandes qui expliquait certainement une grande quantité de ruptures dans le couple. Et si on demande à la plupart des jeunes actuellement de définir l'amour, eh bien on peut dire que quasiment tous vont le définir exclusivement, quasiment par sa partie sentimentale. Je sais que j'aime parce que je sens que j'aime. C'est la passion. Et avec sa dimension évidemment sexuelle qui va avec, mais la dimension sexuelle étant liée à un amour passionnel, sentimental de la personne de l'autre. Cette notion de l'identification de l'amour au seul sentiment, qui est une de ses composantes, comme je vais le montrer après, est quasiment partout. On ne peut quasiment pas s'en sortir. Du coup, logiquement, quand on entend un couple qui a des problèmes par rapport à ce sentiment d'aimer, eh bien les gens ne voient pas du tout pourquoi ils devraient rester ensemble. Et on en arrive les bras ballants à dire il faut se séparer, il n'y a plus de sentiments, donc il n'y a plus d'amour, donc il n'y a plus rien. Le problème, c'est que certains scientifiques qui font des analyses très justes là-dessus remarquent que le sentiment amoureux, qui est un plaisir, ne dure pas plus de 3 ans. Et donc on voit des revues pseudo-scientifiques titrées « L'amour dure maximum 3 ans ». Insidieusement, on en arrive à ne plus comprendre comment des couples peuvent rester ensemble toute une vie, et plus d'un couple sur 2 le font. Donc il y a quelque chose là qui doit être précisé, et qui doit être précisé avec justement une grande précision philosophique. C'est pourquoi cette leçon que je vais faire et qui est centrale, qui va permettre de comprendre mieux les autres leçons, va paraître peut-être un peu sèche, parce que je vais utiliser les outils que donnait Aristote, des outils d'analyse. Ça veut dire que pour déterminer exactement ce qui est présent dans l'amour humain, total, je vais procéder par l'analyse des objets, des différentes composantes de cet amour. En fait, l'amour humain n'est pas simple, il est complexe, parce qu'il intègre plusieurs degrés. Il y a une chose qu'on doit toujours avoir en tête quand on considère la structure d'un être humain complet, eh bien c'est qu'il est divisé en 3 degrés de vie. Ça c'est Aristote qui le disait déjà à l'époque. 3 degrés de vie, mais qui concrètement s'exercent dans la vie pratique à travers 4 dimensions. Donc c'est un peu comme les 3 mousquetaires qui étaient 4. Ces 3 degrés de vie, on les retrouve partout, dans toutes les philosophies. On les retrouve en Orient, donc en Occident grâce à Aristote. On les retrouve même en Égypte antique. Quand ils analysaient la façon dont les morts passaient de l'autre côté, ils distinguaient bien un degré physique, la momie, un degré psychique, le corps double, et un degré spirituel, la pensée de la personne qui partait. Eh bien, en Occident, à partir de la philosophie grecque d'Aristote, on a la même chose. Et c'est très simple à comprendre. On observe que dans l'être humain, il y a d'abord quelque chose de fondamental qui apparaît en premier, chez le tout petit embryon, à peine conçu. C'est une vie qui est commune avec les plantes, qu'Aristote appelait la vie végétative. Sa caractéristique, c'est qu'elle est inconsciente. Elle est chimique. C'est le domaine de l'ADN, des cellules qui se multiplient. Et elle tourne autour de 2 facultés vitales. La respiration cellulaire, sa nutrition, et puis la division cellulaire. C'est elle que les biologistes vont analyser en termes de molécules vitales. Et on peut dire que cette vie végétative qui est en nous, elle fonctionne bien tant que justement on ne se rend pas compte qu'elle existe. Le jour où on commence à se rendre compte qu'elle existe, c'est qu'on est malade,
Et donc c'est qu'il y a un problème au niveau de la vie végétative. Alors chez nous, êtres humains, on va dire qu'elle a deux grandes facultés. La faculté de nutrition, notre corps grandit, se nourrit à travers la prise de nourriture, et à chaque instant, actuellement, mes cellules assimilent les aliments que j'ai pris au repas. Si ça s'arrêtait, aussitôt, une partie du corps ne pourrait plus vivre. Et deuxième faculté végétale, c'est la reproduction. C'est en vue de la reproduction. Chaque être humain adulte fabrique à chaque instant des gamètes et il ne s'en rend pas compte. Donc c'est bien dans le domaine de la vie végétative. Le deuxième degré de vie, il est commun avec les animaux. Et Aristote l'appelle la vie sensible, ou autrement dit, la vie psychique, psychologique. Sa caractéristique, c'est qu'elle est le domaine des sensations, des sentiments. Donc elle a une petite conscience qui apparaît dès que le sens du toucher apparaît. Prenons par exemple un lombric, sans doute l'animal qui a le plus petit psychisme qu'on puisse imaginer. N'empêche que, parce qu'il a le sens du toucher, quand on le pique avec une aiguille, eh bien en conséquence, il éprouve quelque chose de désagréable. Et donc, immédiatement, il fuit la douleur. Ça veut dire que parce qu'il a du toucher, donc une petite conscience sensible de ça, on peut inférer en lui d'autres facultés sensibles très complexes, comme les passions. Passion de haine envers la douleur, la fuite, parce qu'il veut sauver sa vie. Je ne sais pas s'il est très conscient que c'est ça qu'il veut faire, ça se passe par réflexe. N'empêche qu'il y a déjà chez lui des passions comme cela. Eh bien cette vie sensible, elle est commune avec les hommes et avec les animaux supérieurs. Chez nous, elle se traduit par des sens bien plus développés, on en a 5. Et puis des passions, des sentiments passionnels bien plus performants. On n'a pas seulement des petites fuites comme ça réflexes envers un déplaisir. Quand le bien sensible ça veut dire quelque chose qui nous tient à cœur, qu'on ressent comme important. Quand ce bien est important pour nous, il se met en place des passions que le ver de terre n'a pas. Les passions que Aristote appelait de l'irascible. L'espoir de conquérir, par exemple, cette caisse d'or qu'on convoite pour être sécurisé. La colère. Un ver de terre ne se met pas en colère, ça c'est le propre des animaux supérieurs et de l'homme dans sa vie sensible. Alors il y a d'autres facultés sensibles. Il faudrait parler par exemple de l'estimative. Cette faculté qui a un nom bizarre, mystérieux, mais qui n'est rien d'autre que l'intelligence de la sensibilité pour obtenir son bien. Par exemple un lion, quand il veut attraper une proie, il est loin d'être uniquement un robot programmé. Il calcule une technique de chasse avec d'autres lions, enfin d'autres lionnes plutôt, pour tendre une embuscade à la proie. Il y a donc une intelligence du concret pour obtenir les deux finalités de la vie sensible qui sont la survie individuelle, donc se nourrir, c'est au service de la vie végétale, chez lui, chez l'animal, et puis se reproduire, s'occuper des petits, sans compter le bien-être quand on est ensemble dans un groupe de lions. Le troisième degré de vie, il est propre à l'homme. On ne le trouve partout, on ne le trouve nulle part ailleurs dans la nature. C'est ce qu'on appelle la vie spirituelle. Et il se décline en deux facultés particulières. D'une part, l'intelligence, qui n'est pas l'estimative. L'estimative des animaux supérieurs, son seul objet, il est sensible, c'est le domaine de la vie psychique, donc c'est du concret. Se nourrir en attrapant telle proie concrète. Se reproduire, donc donner la vie à des petits très concrets. L'intelligence humaine, elle dépasse largement cet objet-là. Elle peut connaître tout ce qui existe, non seulement dans le concret, mais que ce qui est abstrait. Elle peut connaître des notions comme l'infini, on comprend bien ce que ça veut dire l'infini. L'éternité, on le comprend aussi, même si on ne voit pas l'éternité, on comprend intellectuellement ce que ça veut dire. On peut parler à un animal avec son estimative de l'infini, de l'éternité, de l'existence d'une vie sans corps après la mort, il ne va pas comprendre. Lui, il est dans le concret. Donc l'intelligence spirituelle, propre à l'homme, est capable de comprendre le bien et le mal, et de, par exemple,
aimer une personne qui est devant soi parce que on sait dans son intelligence qu'elle le mérite, qu'elle est quelque chose d'absolu. L'intelligence, quand elle choisit d'aimer, elle met en place une deuxième faculté spirituelle qu'on appelle l'amour spirituel et que saint Thomas, Aristote appelle la volonté. Quand mon intelligence dit que cette personne-là est digne d'amour, qu'il ne faut pas que je l'abandonne, que je le comprends, je ne le ressens pas, je le comprends, eh bien en acte, je lui veux du bien, je viens la voir. Ça s'appelle l'amour spirituel, c'est la volonté. Donc voilà ces 3 degrés de vie. Il est essentiel de bien les connaître, parce que dès qu'on parle de choses en psychologie, comme là je suis en train de le faire, ils vont intervenir. Il faut remarquer que j'ai bien dit qu'il y avait 3 degrés de vie. Et c'est là qu'on voit comme finalement la psychologie moderne n'a pas fait de progrès par rapport à Aristote, qu'elle s'est plutôt rétractée. Parce que quand on va en faculté de psychologie, on entend la plupart du temps parler que de 2 degrés de vie dans l'être humain. Le degré végétatif à travers les besoins, le degré psychologique sensible à travers les désirs, un petit peu plus élevés. Mais on ne parlera pas des choix libres, moraux de l'esprit. Ils n'interviennent pas. Et pourtant, ils ont une part essentielle, comme je vais le montrer, dans l'analyse de ce qu'est l'amour juste après. Alors justement, appuyé sur ces 3 degrés de vie, je vais maintenant pouvoir décrire ce que c'est que le cœur humain quand il aime. Donc quand un garçon tombe amoureux d'une fille ou réciproquement, c'est tout le cœur humain qui se met en acte vers l'autre et à travers sa complexité. Le cœur humain, on appelle le cœur humain la totalité de l'amour tel qu'il s'exerce dans ce cas-là. Voir comme dans l'amour homme-femme, vraiment, le cœur humain tout entier est pris dans son extension. Et puis prenons d'abord le premier degré, au niveau de la vie végétative, celle qui est inconsciente. Il est évident que c'est fondamental, on ne s'en rend pas compte, mais il est évident que dans un premier regard par rapport à une jeune fille ou un garçon, cet aspect-là est là, radicalement présent. Moi je veux bien croire tout ce que me disent les jeunes quand ils disent qu'ils aiment cette jeune fille plus que tout au monde, pour elle-même, etc. N'empêche que si elle pesait 180 kilos et avait de la moustache, je parle d'une fille qui aurait de la moustache, c'est difficile, eh bien je leur dis, là vous ne seriez pas resté avec elle. Et ils ont beau protester, on sait bien que non. L'aspect physique est très très important. Il est à l'occasion, à la racine de la naissance d'un amour entre une fille et un garçon. Au moins quand on est jeune. C'est d'ailleurs dans cet aspect inconscient mais présent que décrivait bien Freud pour le coup, même s'il y a beaucoup de choses que Freud a extrêmement exagérées. Mais sur ce domaine-là, on peut dire qu'il est bon. Et bien que ça va se mettre en place toute une série d'instincts viscéraux, végétatifs. Par exemple, les hommes, universellement dans le monde, apprécient la forme corporelle des femmes en rapport avec poitrine, taille, hanche. Une forme un peu de violon. Si une silhouette féminine est droite, les hommes ne sont pas attirés. Ça, c'est une programmation universelle qui peut varier après avec les époques. Par exemple, à l'époque du XVIIe siècle, XVIIIe siècle, où les filles étaient la plupart du temps paysannes, eh bien le critère de la beauté, c'était plutôt une femme grasse, dodue pour l'heure actuelle. Actuellement, c'est la ligne plutôt sportive. Donc les paysannes bronzées de cette époque-là, qui étaient méprisées parce qu'elles passaient beaucoup de temps dans les champs, elles étaient musclées, elles se bronzaient au soleil, seraient les critères de beauté actuels. Mais ce qui ne change pas, c'est le critère de la silhouette. Eh bien ça vient fondamentalement d'une programmation qui est dans la vie végétative et qui nous est commune avec les animaux. Les animaux, ils ont des critères analogues. Les femelles du paon, par exemple, eh bien, trouveront magnifique tel paon mâle à cause de la quantité de plumes qu'il aura à lui montrer. Eh bien, pareil, les jeunes filles humaines, il n'y a rien à faire, sont attirées instinctivement à la base, même si ça ne va pas être la totalité du cœur, c'est fondamental, simplement, par un type de garçon
qui impose par un physique particulier, qui semble imposer une certaine force de caractère, une certaine douceur aussi. Et elles vont croire, parce que le physique fait croire souvent que le spirituel est en lien, elles vont croire qu'il est comme ça parce que son corps en impose. Ce premier degré qui fait le cœur humain et qui, là pour le moment, est inconscient, influence énormément le reste des choses. Cette partie qui est sexuelle a comme objet précis, comme objet de désir, même si c'est inconscient, même si c'est refoulé au fond de soi-même, comme objet de désir l'union sexuelle avec le corps de l'autre en vue de la venue d'un petit. Ça veut dire que c'est l'objet de ce désir sexuel. Il vise principalement cela. C'est présent en nous. Et même si on le refoule dans une partie cachée de notre être, il faut bien reconnaître qu'il est là et qu'il va conditionner énormément nos regards par rapport à l'autre sexe et de quelle personne on va tomber amoureux. Donc ça ne sert à rien de le nier. Cependant, croire que c'est la totalité du cœur humain, ça serait absolument faux. C'est simplement la base, ce qui est fondamental, au point de vue de l'amour entre un homme et une femme qui va naître. Parce que quand un garçon tombe amoureux d'une fille, ou réciproquement, le cœur humain implique un deuxième degré. C'est le degré sensible, psychologique. Nous ne sommes pas donc que des plantes avec une vie sexuelle inconsciente. Le deuxième degré va se caractériser par un sentiment. Voilà ce qu'il caractérise. Le sentiment qui se situe là. On se sent bien, on a le cœur qui bat face à la personne de l'autre qui nous attire. Dès qu'on éprouve un sentiment, c'est de l'ordre du deuxième degré, la vie sensible qui nous est commune avec les animaux. Et l'objet qui actue ce sentiment dans la personne de l'autre, c'est, on pourrait dire, un certain charme qui émane d'elle. C'est pas seulement l'aspect sexuel, c'est plus que ça. Un charme, un rayonnement sensible qu'on voit de ses yeux et qui du coup met en ébullition l'imagination. Pourquoi? Parce que immédiatement, quand on n'a pas d'expérience, ce charme, l'intelligence va se mettre à croire, et c'est une erreur, qu'il correspond véritablement à la réalité de la personne. En réalité, ce n'est qu'une apparence. Je donne un exemple. Si une jeune fille nous paraît virginale parce qu'elle a des grands yeux purs qui nous regardent, eh bien, on n'en sait rien. Peut-être que ses pensées sont extrêmement méchantes, dures, et peut-être pas pures du tout. Mais en apparence, elle paraît virginale, et donc elle nous fait entrer dans la folie. Foldulogie, c'est-à-dire l'imagination pour quelqu'un qui est très passionné, se met en marche parce que ses sentiments en ont été charmés. Pareil pour une fille, au tout début, qui n'a pas d'expérience. Eh bien, un garçon assez silencieux, qui aurait un uniforme militaire par exemple, va lui paraître, à cause de tout cela à la fois, quelqu'un de posé, de rassurant, de sûr, qui va l'attirer. Mais peut-être qu'en lui-même, c'est simplement un idiot avec une casquette. Tout le problème, que le sentiment emballe l'imagination qui se met à la place de l'intelligence. Et c'est ce qu'on appelle un amour passionnel. Voilà, il va démarrer comme cela. Seulement, heureusement, on n'est pas tous des adolescents de 14-15 ans. Et donc, quand naît un amour, il peut se mettre en place très tôt, dès qu'on a la maturité d'adulte, qui n'est pas tellement dépendante finalement seulement de l'âge, c'est plutôt une maturité de l'âge mental. Le troisième degré qui fait le cœur humain, le degré spirituel. Cette fois, c'est l'intelligence et c'est la volonté. Donc ça se situe là. Non pas dans les sentiments, mais dans l'intelligence qui comprend. Et l'objet de cet amour-là, c'est pas seulement une apparence sensible, un charme qui émane de la personne. L'objet, c'est la personne elle-même telle qu'elle est. Et donc, comme ça sort de l'intelligence, c'est quelque chose de posé. Et la personne se rend bien compte que quand elle a rencontré depuis 15 jours une jeune fille, ça ne suffit pas pour savoir vraiment qui elle est. Que pour savoir vraiment qui elle est comme personne au fond d'elle-même, il va falloir du temps.
Il va falloir la confronter à certaines circonstances pour voir comment elle réagit, qu'elle a forcément des défauts, et que si par hasard on la trouve sans défaut parce qu'elle nous charme, l'intelligence peut dire dans ces cas-là, surtout si on a beaucoup d'expérience, et quelquefois il vaut mieux l'intelligence de nos amis qui eux sont lucides parce que nous on a perdu la lucidité, l'intelligence va dire « attention, ça c'est ton imagination, tu dois confronter l'amour à la réalité ». On peut dire que une personne qui fréquenterait une autre depuis 2 ans, peut-être un peu moins, qui aurait eu des scènes de ménage, qui aurait vu son amour passionnel du début se calmer paisiblement, qui se serait réconcilié avec elle, eh bien on peut dire que là, si elle dit « je sais que c'est l'homme ou la femme de ma vie », eh bien elle parle davantage en vérité qu'au début. Parce que cette fois, elle n'est pas fondée simplement sur l'imaginaire et le charme du 2e degré de son cœur, le degré sensible, mais elle est fondée sur l'expérience et l'intelligence qui a analysé. Donc voilà déjà 3 degrés qui font le cœur humain. Il y a un 4e degré auquel on ne pense pas beaucoup, parce qu'au début de l'amour, tel qu'il est maintenant, il n'intervient pas beaucoup. Seulement, je dois le citer, ce 4e mousquetaire. C'est lui dont Jésus dit « il est le plus petit, la plus petite des graines du jardin, si petite qu'on ne la voit pas ». Non, avec le temps, cette toute petite graine deviendra le plus grand arbre du jardin. Donc c'est bien de la citer maintenant. Elle ne forme pas un 4e degré de vie, elle fait partie du 3e, elle est liée à la vie spirituelle. C'est une conséquence du fait que notre esprit, au-delà du présent, donc à laquelle est restreint la vie sensible des animaux, qui eux ne voient pas le futur, le temps qui passe, eh bien notre vie spirituelle sait que l'autre, par exemple, peut mourir, peut disparaître. Alors on ne va pas y penser au début de l'amour, évidemment. Seulement, cette réalité rejoint tôt ou tard notre réflexion. Et donc le 4e degré de vie, là, dans l'amour, le 4e degré du cœur humain, on va l'appeler le degré mystique. C'est lui qui fait, alors que l'amour est très solide, très réussi, on peut aller très mal. Et c'est donc mystérieux, parce qu'un animal, lui, ne se poserait pas ces questions-là. En effet, on peut se mettre à s'angoisser en se disant « et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça aura une fin? Est-ce qu'on se retrouvera de l'autre côté de cette vie ?» Oublier ce 4e degré de vie, ne parler que des 3 autres, c'est ne pas comprendre la dimension totale du cœur humain. Je montrerai tout à l'heure, dans les leçons qui termineront cette série de cours dans le sacrement de mariage, à quel point ce degré de vie doit être comblé aussi. Sinon, le mariage est fragilisé, tôt ou tard, au cours de sa durée. L'objet de ce 4e degré de vie, de ce 4e degré du cœur humain, c'est la survie éternelle possible de l'autre. La durée éternelle de cet amour. Donc si je résume, le cœur humain dans son ensemble a 4 degrés. Le premier, végétatif, commun avec les plantes, a pour objet la reproduction, l'union sexuelle en vue de la reproduction. Il est inconscient, il est végétatif, mais il est très fondamental. Il va devenir conscient à travers le second degré de vie, la vie sensible, qui est attirée, elle, par un charme émanant de l'autre, mais dans le cas d'une relation entre fille et garçon, un charme avec une dimension sexuelle, qui attire, qui fait qu'on a envie de l'embrasser, et de s'unir à lui, physiquement. Le charme qui émane de l'autre est trompeur, parce qu'elle peut faire croire qu'il correspond véritablement à sa réalité profonde, alors que c'est qu'une apparence lumineuse qui émane de la personne. Le 3e degré du cœur humain, c'est le degré spirituel, qui est lié à l'intelligence, à la volonté, qui n'a rien de religieux. C'est la véritable connaissance de la personne de l'autre, comme personne spirituelle, avec ses qualités, ses défauts. Une personne qu'on choisit au-delà du sentiment, parce qu'elle est bien, parce qu'elle correspond à ce qu'on désire pour faire sa vie. Et enfin, le 4e degré, mystique, c'est-à-dire mystérieux, bizarre,
qui ronge le cœur humain alors que tout va bien, que les 3 autres degrés peuvent aller très bien, eh bien c'est la pensée à l'éternité de l'amour, le fait qu'on se retrouve. Et ce degré est d'autant plus sensible que l'amour est réussi. Eh bien on peut dire qu'à partir de cette analyse des 4 degrés du cœur humain, on peut comprendre toutes les formes d'amour qui existent dans le monde. Finalement, toutes les formes d'amour prennent un petit peu des 4 éléments, les saupoudrent, et à partir de là, on peut les distinguer. Par exemple, si je demande quelle est la différence entre un copain, un ami, mon amour, mon épouse pour la vie. Eh bien voilà ce que je dirais. Un copain, c'est quelqu'un avec qui on a du plaisir à être. Mais un plaisir qui n'a rien de sexuel. On s'amuse, simplement. On discute bien, on a des goûts communs, on passe de bons moments. Donc c'est le degré numéro 2, le degré de la vie sensible, sans le degré 1 de sexualité. Et ça en reste là. Les copains, quand on se sépare après une classe, mettons de terminale, on ne les revoit pas. Parce que le plaisir, on le trouve ailleurs, et donc, puisque l'autre n'est plus objet de plaisir, sensible, eh bien on finit souvent par l'oublier. Ah, on a de la nostalgie, on va se retrouver vers 60 ans. Mais ce n'est pas une véritable amitié. Un ami, je dirais que c'est le degré 2, donc il y a effectivement du plaisir à être ensemble, mais surtout, c'est le degré 3. Ça veut dire que, quelquefois, par quelques simples conversations qui ont atteint le fond même de la personne, ou quelques simples actes qui ont prouvé le fond de cette personne, eh bien c'est à la vie, à la mort, quoi qu'il arrive. On pense aux amitiés absolument solides, définitives, des tranchées de la guerre 14. Pourquoi? Parce que là, face à la mort, on montre vraiment son âme. Quand un homme risque sa vie pour aller chercher un blessé dans le no man's land, qui le porte sur son dos, on peut dire en acte que c'est un homme de qualité. Il n'y a pas forcément de sentiments, il y a eu des fortes amitiés entre des officiers très cultivés et des hommes de troupe qui avaient agi comme ça. Mais il y a une certitude intellectuelle, virile, que cet homme-là est un homme bien, et on ne l'abandonne pas. L'amitié est donc au-delà du temps. Si l'autre fait des bêtises après, on reste fidèle. La seule chose qui peut la tuer, cette amitié-là, c'est pas l'absence du plaisir, comme dans le cas d'un copain, c'est la trahison. Donc le fait de se comporter objectivement à mal en trahissant la confiance, c'est-à-dire en atteignant le secret qu'il y avait entre les deux. Je donne un exemple. Si 2 hommes profondément amis sont amoureux de la même femme qui est l'épouse d'un des deux, et que l'autre en douce trompe son ami en ayant des relations avec sa femme, eh bien il a fait quelque chose qui tue l'amitié, parce que c'est quelque chose qui touche à la confiance même. On se rappelle dans la Bible, quand Joseph dit à la femme de Potiphar qui veut coucher avec lui, « Je ne peux pas, mon maître m'a tout confié, sauf une chose, toi, je ne peux pas te toucher. » Eh bien il fait acte d'amitié au sens profond du terme, même si c'est le serviteur de Potiphar. Mon amour, quand on appelle quelqu'un mon amour et qu'on lui fait des grands serments passionnels, c'est un homme et une femme qui se parlent comme ça, eh bien ce sont les degrés 1 et 2. Une grande passion amoureuse et l'attraction sexuelle. Les deux ensemble, qui provoquent les sentiments les plus brûlants. On le voit très nettement dans le Cantique des Cantiques, dans la Bible, où le jeune homme dit à la jeune fille à quel point il l'aime. On dit même que cet amour-là, quand il est natif, qu'il n'est pas encore spirituel, eh bien c'est l'analogie la plus forte que Dieu a trouvée pour exprimer la façon dont on nous aimera dans le paradis. Pourquoi? Parce que ça exprime un moment de béatitude. Tout est parfait. Il n'y a aucun défaut de l'autre. On le croit absolument correspondant à notre être. Certes, c'est imaginaire, on le sait, nous, maintenant, qui sommes des hommes mûrs. Mais, dans le moment où on le vit,
c'est un moment de vraie béatitude, c'est-à-dire c'est plus que du bonheur. Le bonheur, c'est un bien-être modéré, où on se contente de choses qui permettent d'être heureux au jour le jour. La béatitude, c'est le bien-être total au point qu'il n'y a plus d'autre désir que d'être comme cela avec l'autre. La béatitude est donc fugace sur terre. Eh bien, voilà ce que ce serait que mon amour. Et enfin, quand un mariage est réussi, qu'on peut appeler quelqu'un mon épouse pour la vie, eh bien, ce sont les 4 niveaux de vie qui sont pris. De manière modérée quand la durée est là, mais de manière réelle. Degré physique, parce que son épouse est son amante, celle qui donne les enfants. Degré passionnel, au moins par moment, pas comme au début du couple, où c'était tout le temps l'envie de se toucher. Dans la plupart des couples mariés depuis longtemps, ce sont des moments passionnels. Et ça suffit, on s'en contente. On se souvient du début du mariage, quand tout était rose, mais on ne désire pas forcément ce retour à ce moment-là, parce qu'on sait que autant il y a de la passion puissante, autant il y a aussi des inquiétudes, des angoisses puissantes. Troisièmement, l'amitié, la confiance est totale. Certains couples âgés disent que c'est 90-90% de ce qui se passe dans le couple marié, stabilisé. 90% d'amitié, de confiance l'un dans l'autre, de certitude que l'autre ne trahira pas. Et cette amitié est d'autant plus forte qu'on a mangé des couleuvres ensemble dans les scènes de ménage au début du foyer, et qu'on s'est pardonné. On peut dire que ce sont les tranchées de 14 d'un couple. Et puis il y a le 4e degré, ce degré mystique, qui normalement doit grandir au fur et à mesure qu'on vieillit, qu'on est dans la vie montante. Pourquoi ? Parce qu'au bout d'une vie, si on a un minimum de religion, eh bien les époux n'ont qu'un seul désir, c'est de se retrouver ensemble de l'autre côté. On se rappelle de ces personnes, souvent des femmes chrétiennes, de la génération de nos grands-mères, qui avaient été éduquées comme cela et qui, devenues âgées, ayant perdu leur mari depuis longtemps, n'avaient plus qu'une idée, le jour où il viendrait enfin les chercher. Eh bien ça, c'est le degré mystique réalisé. Il est évident qu'il ne peut pas être réalisé avec une telle force au début du couple, puisque la vie est devant soi. Mais quand la vie est derrière soi, il est devenu le plus grand arbre du jardin. Et si on l'a négligé complètement dans sa jeunesse, en ne fondant son couple que sur les 3 premiers degrés, on peut dire qu'on se marque du chiffre, comme disait l'Apocalypse, 666, le chiffre de l'homme qui n'a pas de Dieu, à qui il manque une dimension. Et cette dimension se retourne en provoquant l'angoisse quand arrivent les jours qu'on n'aime pas, les jours de la vieillesse. Alors voilà ce que c'est que le cœur humain complet. Cette analyse est surprenante parce que on dirait que j'ai coupé en tranches un petit peu, à la manière d'un scalpel. Et bien pourtant, elle est nécessaire. Parce que quand on a bien clairement dans sa tête identifié les 4 degrés de vie, et bien à partir de là, on a une clarté beaucoup plus grande par rapport à soi-même. On se connaît, on se méfie de soi, de ce qui peut être excessivement sexuel ou excessivement passionnel. On commence à être plus lucide sur le degré de véritable amour d'amitié qu'on a pour l'autre. Et puis on se situe par rapport à la religion, au sens de la vie éternelle. On cesse de penser, comme la génération de nos parents, vers mai 68, que tout ça c'est inutile, qu'on s'en passe. Parce qu'en réalité, on s'en passe de moins en moins au fur et à mesure qu'on vieillit. Alors, à partir de là, dans les leçons suivantes, je vais essayer de prendre quelques petites façons d'aimer et qui sont des voies sans issue. En effet, comme je l'ai dit, ces leçons s'adressent aux jeunes. Or, les jeunes tombent, forcément, parce qu'ils manquent d'expérience, dans les travers. Et je voudrais principalement analyser 2 travers qui n'aboutissent pas au bonheur. Le premier, c'est quand le degré 1 est recherché exclusivement, ce qu'on appelle le péché capital de luxure, donc quand le sexe est exalté. Et le second,
auquel on ne pense pas assez, qui est un péché capital qui ne fait pas partie de la liste habituelle, mais qui est extrêmement destructeur, qu'on voit principalement chez les jeunes filles. C'est quand l'amour passionnel, romantique, sensible, l'histoire du prince charmant, est exalté. Ça veut dire que la jeune fille en général, mais ça peut arriver aussi à des garçons, recherche exclusivement le plaisir sentimental que lui apporte l'autre. Ensuite, j'essaierai de voir ce que c'est qu'un amour humain, donc indépendamment de sa dimension mystique, qui est stabilisé, tel qu'il devrait fonctionner pour aboutir à un mariage.